Bonjour. Selon les statisticiens, il existerait en France aujourd'hui près de 6 millions d'emplois non qualifiés. Et chaque année sortiraient du système éducatif environ 120 000 jeunes non qualifiés. Il y aurait donc des employeurs qui seraient suffisamment généreux pour embaucher des personnes non qualifiées et des salariés suffisamment malins pour vendre une force de travail banale, sans qualité. Étonnant, non? Encore plus étonnant est que les statisticiens constatent que les emplois non qualifiés, après avoir beaucoup diminué dans les années 70-80, ont soudain augmenté au milieu des années 90, au moment où l'on parlait largement, permanence de la société de la connaissance. Voilà encore quelque chose qui nous étonne et qui est un peu à l'origine du travail que j'ai essayé de conduire avec d'autres pour tenter de caractériser plus précisément cette question. Je vais défendre le point de vue suivant. D'abord, je clarifierai un peu cette notion de qualification parce que les paradoxes que je viens d'évoquer s'expliquent sans doute par un flou dans la définition même de la non-qualification. Et surtout, je défendrai la thèse suivante. Je pense que le problème n'est pas aujourd'hui de séparer les qualifiés des non-qualifiés. Il n'est même pas d'isoler une catégorie de non-qualifiés qui finalement n'a aucun sens. Mais il est plutôt celui de reconnaître le contenu, reconnaître dans l'emploi le contenu qualifié de beaucoup d'activités de travail. Alors, pour expliquer cela, je vais procéder en deux temps. D'abord, en première partie, je donnerai une idée de l'ampleur, si vous voulez, du phénomène. Et ensuite, je m'interrogerai sur les évolutions possibles et les politiques publiques qui pourraient être conduites dans ce domaine-là. Alors, donc, premier temps, l'ampleur du phénomène et la variété de ses formes. Pour procéder de façon un peu plus précise, je vais me référer à une distinction ancienne et très nécessaire pour notre sujet. Je considère que la qualification peut concerner les emplois, comme je le disais tout à l'heure, il y a des emplois classés, non qualifiés, le travail, et c'est autre chose le travail, c'est l'activité productive. Et dans ce cas-là, il y aurait des travaux considérés comme non qualifiés, c'est-à-dire qui devraient être réalisés par n'importe qui et instantanément. Et enfin, les personnes considérées comme non qualifiées, soit parce qu'elles n'ont pas de diplôme, soit parce qu'elles ont quitté le système éducatif précocement. Voilà. Alors, je pense que c'est très important de distinguer ces trois, parce qu'il n'y a aucune raison que les trois soient congruents. La réalité des observations est que nous pouvons rencontrer sur des emplois non qualifiés des personnes diplômées, des personnes occupant des emplois non qualifiés exerçant un travail complexe, avec responsabilité, etc. Une confusion que les statistiques ne révèlent pas et qui pose problème dans l'analyse de ce phénomène. En tout cas, cette distinction va me permettre de remettre en cause tout de suite cette idée qu'il y aurait une hiérarchie des qualifications. Elle est très difficile à fonder et elle n'est pas la même selon qu'on parle des emplois ou du travail. Je me référerai aussi dans cette analyse à une approche socio-économique, je dirais assez classique, même si elle n'est pas dominante, qui est de considérer que ce phénomène de la qualification est d'abord un rapport social et un processus historiquement installé. Il n'y a pas une nature de la non-qualification.
il n'y a pas des tâches qui, de tout temps et en tout lieu, seraient non qualifiées alors que d'autres le seraient. Il y a des rapports de force entre employeurs et salariés, des instruments étatiques qui font qu'à un moment donné, on construit cette partition. Voilà ce que j'appelle rapport social. Et processus, c'est que ça bouge. Je vais essayer de le montrer. Alors, vous avez donc ça en tête, l'élément de clarification de la définition. Maintenant, regardons l'ampleur du phénomène. Alors, c'est vrai, si l'on se réfère aux statistiques, je le disais d'entrée, le phénomène de la non-qualification est extrêmement important. Il concerne, la dernière mesure qui a été assez précise, elle date de la fin 2010-2009, on estimait à 5,5 millions d'emplois non qualifiés, dont 3,5 millions employés et 2 millions ouvriers. Voilà l'ordre de grandeur, c'est pas rien. Et dans le même temps, on estimait à 120 000, je le disais tout à l'heure, le nombre de sortants sans qualification. En revanche, nous n'avons pas de données globales qui permettent de mesurer la part du travail non qualifié. On a des travaux sectoriels qui permettent de voir l'importance du travail d'exécution, mais c'est tellement variable selon les secteurs qu'on a de la peine à mesurer l'ampleur du phénomène. Elle est donc surtout visible du point de vue de l'emploi, beaucoup moins du point de vue du travail. Et quand on regarde comment cela évolue sur longue période, eh bien, je le disais aussi d'entrée, l'emploi non qualifié a baissé beaucoup au cours des années 70-80. Il s'est ensuite stabilisé et brusquement, c'est un des étonnements, brusquement, il a augmenté en 1994. J'entretiens le suspense, mais il y a une réponse. Il a augmenté en 1994, il s'est ensuite stabilisé à ce niveau élevé dont je parlais. L'évolution de la part des sortants du système éducatif sans qualification n'est pas du tout la même. On peut considérer que pendant des décennies, à partir du mouvement de scolarisation des années 50 et 60, cette part a énormément baissé. Dans les années 60, ça devait être 600 000. Aujourd'hui, c'est 120 000. Donc beaucoup moins. Mais là aussi, un phénomène assez étonnant. Depuis une quinzaine d'années, cette part ne diminue plus. Comme s'il y avait un seuil incompressible de jeunes, lié probablement au fonctionnement du système éducatif, mais un seuil incompressible de jeunes qui vont aller sur le marché du travail sans diplôme ni formation professionnelle. Voilà. Alors maintenant, comment est composé cet ensemble de non qualifiés? Alors je ne vais pas insister, mais à chaque fois on met des guillemets pour laisser entendre que c'est une notion, voilà, c'est une notion qui fait problème. De quoi sont-ils composés? Alors l'emploi non qualifié, mais ça c'est une option statistique aussi. On le retrouve essentiellement dans le tertiaire, agents de service, employés de commerce, personnel de manutention, employés de maison, de restauration, d'hôtellerie, nettoyeurs, agents de sécurité, mais aussi, vous allez voir pourquoi je m'en étonne, assistantes maternelles, aide à domicile, employés administratifs pour certains. Donc ça fait une vaste étendue dans tous les secteurs d'activité, surtout tertiaires, mais pas seulement, parce qu'il subsiste encore des ouvriers classés non qualifiés dans l'industrie. Je le disais tout à l'heure, près de 2 millions. Qui sont les personnes qui occupent ces emplois? Et c'est là qu'il va y avoir un lien avec ce que Vanessa expliquait tout à l'heure. Ce sont des personnes peu formées, le plus souvent, mais pas uniquement. Les personnes débutantes, c'est des emplois d'entrée, des femmes, et des personnes d'origine étrangère. Donc là, quand même, un cumul de caractérisations sociales qui n'ont pas un rapport tout à fait spontané avec le contenu du travail. Après tout, être femme, fils de parents étrangers ou débutants, n'est pas une caractéristique de la productivité, a priori. Eh bien si, elle l'est du point de vue du fonctionnement du marché du travail. Quant aux sortants du système éducatif sans diplôme ou sans qualification attestée, cela, vous vous en doutez, je n'insiste pas, cumule les handicaps sociaux et culturels.
Donc une population qui a non seulement des difficultés scolaires, mais un habitat spécifique et des origines familiales propres. Alors ces personnes peu qualifiées vont trouver des normes d'emploi qui s'éloignent. Alors maintenant, on hésite à utiliser le terme de norme d'emploi parce que ce qu'on appelait la norme d'emploi est tellement remise en cause et tellement menacée que... Enfin bon, moi j'étais encore de l'école où la norme d'emploi c'était le CDI, le travail à temps plein, c'était ça la dominante, ça le reste. Mais pas du tout, mais pas du tout aujourd'hui et en tendance certainement pas. Alors, en tout cas, ouais, Jupiter a soufflé sur mes feuilles. Et donc, des personnes qui vont retrouver des conditions de rémunération médiocres, de qualification, et surtout des difficultés à quitter cette situation, c'est-à-dire des problèmes de carrière. Voilà ce qui me paraît le plus frappant. Deuxième chose qui est assez frappante, je ne rentre pas trop dans les détails, mais quand on conduit des analyses sectorielles, on voit que les choses varient énormément. Par exemple, dans le bâtiment et la logistique, on a assisté ces dernières années à une quasi-disparition des emplois non qualifiés. Alors on pourrait dire, mais alors tiens, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, on construit autrement? Non, c'est qu'il y a eu des accords de branche qui ont décidé de reclasser un certain nombre de personnes. Vous voyez ce que j'appelais rapport social. Ce n'est pas seulement le contenu du travail. Dans d'autres cas, au contraire, il a augmenté. Dans la restauration, dans certains services, la part du travail non qualifié a augmenté. Probablement le résultat, là, cette fois-ci, plutôt de politiques salariales qui vont faire qu'il est possible, compte tenu de l'ampleur du chômage, de rémunérer faiblement et donc de faire émerger cette population des non qualifiés. Pour autant, ces personnes, et c'est ça qui m'intéresse, ces personnes, quand on les interroge, ne disent pas du tout qu'elles sont majoritairement dans des emplois banals. Une enquête avait évoqué le fait que la moitié à peu près considérait qu'ils occupaient des emplois d'exécution. Donc, relativement peu qualifiés. Je ne dis pas non qualifiés, mais un peu non qualifiés. La moitié. Mais quand on regardait ça là de plus près, 90% chez les personnels d'entretien et 30% chez les assistantes maternelles. Je veux dire, il ne faut pas avoir eu d'enfant ni être allé à l'école pour se douter que les assistantes maternelles ne font pas un travail d'exécution. En tout cas, il y a une dimension d'exécution et une grande dimension d'initiative, d'autonomie, de relations, etc. Une complexité beaucoup plus grande que celle qui apparaît. Les assistantes maternelles en ont bien conscience elles-mêmes et elles exprimaient cela. Donc là, on voit que c'est assez compliqué. Et en regardant encore plus finement dans des travaux faits par des ergonomes, on s'aperçoit qu'à l'analyse, en faisant une analyse des tâches précises, on s'aperçoit que les personnes occupant des emplois non qualifiés ont très souvent une assez forte marge d'autonomie, un degré de responsabilité non négligeable et des compétences plus larges qu'on peut l'imaginer. Il y a des images trompeuses à cet égard. Par exemple, les téléopérateurs, qu'on a longtemps considérés comme l'exemple de travail non qualifié. Mais quand on regarde de près, d'abord, ils sont occupés par des jeunes étudiants diplômés. Moi, je veux bien qu'ils n'utilisent pas leurs compétences, mais enfin, ils les ont. Et donc, elles sont utilisées et recherchées par les employeurs. On a dit, il n'y a qu'à lire les scripts, tout est prévu, tout est écrit. Bon, c'est pas du tout comme ça se passe sur les sites. Il faut aussi une initiative, etc. Bon, donc quand on rentre dans le détail du travail, on voit bien que même les travaux classés non qualifiés le sont du point de vue du travail. Un deuxième exemple est pour moi totalement illustratif. C'est celui qui nous est familier. Quand on recourt pour nos enfants, pour nos parents, à des assistantes maternelles, à des personnels d'accueil, et qu'on regarde un peu attentivement ce qu'elles font, on voit bien qu'il y a un contenu d'activité qui est important. C'est donc bien qu'il y a un problème de reconnaissance. Alors ce problème de reconnaissance est d'autant plus important
que le devenir des personnes classées non qualifiées en début de carrière est problématique. Dans certains cas, c'est une étape. Et une carrière professionnelle va pouvoir se construire à partir d'un début de carrière problématique dans des emplois mal rémunérés, mal qualifiés, etc. Mais dans d'autres cas, ce sera un confinement. Et les personnes quitteront difficilement cette situation sur les années qui suivent. Donc là, il y a un problème sur ce devenir, de mon point de vue, c'est celui-ci, c'est la manière de traiter les carrières, les premières années, puis la suite, quand on est classé ou considéré comme non qualifié. Voilà, c'était en gros ce que je voulais vous donner comme élément de caractérisation. Deuxième partie, ça va, c'est bien. Deuxième partie, maintenant on va essayer de se demander pourquoi nous en sommes à cette situation-là, quelle perspective il y a et quelle politique alternative on pourrait conduire. Alors, première chose, essayons d'expliquer ce phénomène. Ah, c'est là pour le coup qu'une analyse strictement économique ne tiendrait pas la route. C'est-à-dire qu'on réduirait ce phénomène à une question de productivité moindre, de gens qui ont moins de capital humain, et l'affaire serait réglée. Bon. Il y a des dimensions économiques, bien sûr. Pour moi, la plus importante, c'est l'ampleur du chômage sur le marché du travail. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en économie pour comprendre que quand il y a 5 millions, 4 millions, 3 millions de chômeurs, quand il y a des millions de chômeurs, forcément que la négociation salariale et la négociation sur le recrutement, elle est plus facile pour l'employeur que pour le salarié. Et donc, assez naturellement, et on le constate depuis des décennies, les employeurs vont recruter sur des postes des personnes ayant des qualifications supérieures et les rémunérant en dessous. C'est un phénomène basique de l'économie marchande, si l'on peut dire. Ça joue. Mais il n'y a pas que ça qui joue. Et j'en viens à mon suspense. Il y a aussi les politiques publiques, dont on devrait discuter parfois les fondements. Ce qui a marqué cette brusque rupture de 1994, c'est la mise en place massive d'exonération de charges sociales pour les bas salaires. Il n'y a pas besoin d'être non plus un sociologue de haut niveau pour comprendre que ce genre de mesures change les comportements des agents, et notamment ceux des employeurs, qui n'ont pas du tout là comme incitation à requalifier les personnes, mais au contraire à les déqualifier pour bénéficier des exonérations. Ça joue un rôle massif, et ça continue à jouer. Deuxième acteur. Troisième acteur, ce sont les employeurs et les organisations syndicales, qui jouent elles aussi un rôle, puisque historiquement, les classifications se sont négociées dans des conventions collectives. Donc après, des discussions, des conflits, des luttes autour de la qualification. Il n'y a pas besoin non plus d'être un grand spécialiste des relations professionnelles pour pressentir que dans la période actuelle, l'état des relations professionnelles n'est pas optimal, que la puissance des organisations syndicales de salariés n'est pas à la mesure de celle des employeurs, et que donc la négociation est difficile. Dès lors qu'elle serait plus facile, qu'on aurait un patronat et des syndicats plus puissants d'une certaine façon, parce que la représentativité du MEDEF n'est pas plus importante que celle des organisations ouvrières, les choses changeraient. Troisième facteur. Enfin, il y a un quatrième facteur qui me permet de faire le lien avec l'exposé de Vanessa. C'est qu'il y a aussi des dimensions sociétales et culturelles dans cette affaire. Pourquoi les femmes sont-elles surreprésentées dans les emplois non qualifiés, alors qu'elles réussissent mieux dans le système éducatif? Pas sur l'orientation, hein, bien entendu. Mais enfin, pourquoi? Il y a donc bien cette idée que certains métiers n'exigeraient que des qualités naturelles, celles que les femmes ont toujours eues, être au service, être attentif, dans l'empathie. Donc elles sont parfaitement adaptées aux emplois que je citais tout à l'heure, emploi à domicile, s'occuper des personnes âgées, etc. Et donc, comme toutes les femmes peuvent le faire, pourquoi les rémunérer au-delà du salaire minimum?
Donc là, il y a aussi un facteur important qui est culturel et qui est compliqué à contrecarrer. Voilà comment j'expliquerai cela. Alors, c'est pas rien, ces 4 explications, c'est énorme. On se dit, bon, c'est bon, laissons tomber. On ne peut pas bouger les choses. Alors, du coup, on se tourne vers les chercheurs qui font une réflexion prospective par rapport à ça. Il y a eu des travaux conduits par l'ancien commissariat général au plan. Moi, j'aime bien l'appeler encore comme ça, hein. Mais en fait, il s'appelle France Stratégie. Mais bon, voilà. Alors, le commissariat général au plan avait fait, et puis par la suite, son successeur, son ersatz, avait fait des études sur les perspectives. Alors, les perspectives, le résultat principal qui ressort, c'est quoi? C'est qu'on ne va pas du tout vers la fin de l'emploi non qualifié. Sûrement pas. Bien au contraire. Mais pour être plus précis encore, on va vers le maintien d'une polarisation des qualifications. C'est-à-dire que notre société aujourd'hui, notre système d'emploi est conçu de telle manière qu'il y a à la fois un pôle très qualifié, où on exige des personnes, des compétences accrues dans tous 1000 domaines, vous le savez, vous en êtes sans doute pour certains, et un autre pôle très peu qualifié, très peu reconnu. Et que cette caractéristique qui avait été mise en évidence par Jacques Fresnay il y a plusieurs décennies, dans un ouvrage qui analysait la division du travail au cours des 2 siècles, 19 et 20e siècle, reste sans doute une clé interprétative, cette polarisation des qualifications. Alors, pour autant, on peut quand même faire quelque chose. Quelles pourraient être les grandes lignes, et je terminerai par ce point, quelles pourraient être les grandes lignes d'une politique de requalification du travail? Alors, vous l'avez pressenti dans ce que j'ai raconté. Premièrement, il me semble qu'il faudrait rompre avec une politique systématique de diminution du coût salarial. Oui, je sais quel est l'argument économique, mais je vois aussi quelles sont les conséquences du point de vue de la qualification. Je pense que si les politiques publiques veulent se mêler de cette affaire, et c'est intéressant qu'elles le fassent, elles gagneraient à avoir à la fois une vision globale qui concernerait non seulement l'emploi, mais le travail, non seulement l'emploi et le travail, mais également les personnes, plutôt que de tout cibler sur uniquement l'emploi. Et le faire de façon ciblée sur des populations ou des secteurs d'activité qui ont des difficultés réelles. Politique globale ne produit pas d'effets, à part des effets d'aubaine que les économistes connaissent bien aussi, qui sont intéressants pour certains, mais qui ne transforment pas les situations. Donc, voilà 2 éléments que je voulais signaler. Un 3e élément général, j'enfonce une porte ouverte, mais il faut quand même le dire. Si la situation économique d'ensemble s'améliore, si l'emploi est créé, le phénomène de l'emploi non qualifié est moins important, moins problématique. Si l'on ne recrute pas les gens ayant interrompu leurs études trop tôt, c'est dans des contextes économiques particuliers. Dès que la situation va mieux, on découvre des vertus à des jeunes sortant sans diplôme et sans qualification. Je dis ça parce que c'est un travail qui a été fait d'ailleurs avec Philippe Méot qui est dans la salle, il y a 30 ans, qui a montré ça au moment de la mise en place des diplômes, des dispositifs pour les jeunes non qualifiés. Tout d'un coup, les employeurs, en voyant ça, disaient bah oui, finalement, ils sont pas si mal, ils font des trucs, ils savent faire des trucs, ils sont pas tous benets. Et des constructions de carrière ont pu se construire de cette façon-là. Voilà, donc pour développer, je vous renvoie à l'ouvrage que j'ai publié, là j'ai vu qu'il était là. Il insiste sur une politique qui concerne les 3 facettes de la non-qualification. La facette de l'emploi, je viens d'en dire quelques mots. Je pense que tout ce qui peut contribuer à la relance des négociations collectives, à la gestion des mobilités, à la création d'emplois et à la réduction des processus de sélectivité sur le marché du travail, va avoir des effets bénéfiques sur cette partition problématique entre qualifiés et non qualifiés. C'est plus facile à dire qu'à faire, bien entendu, mais c'est, me semble-t-il, l'orientation à tenir. L'autre élément important, je l'ai glissé au passage, c'est la gestion des mobilités.
Je pense que ça joue aussi beaucoup pour essayer de sortir les personnes non qualifiées de cette trappe. Le deuxième volet, c'est la politique de requalification du travail. Là, ça soulève de graves problèmes sur lesquels on pourrait revenir en discutant. En gros, ça soulève le problème, et c'est un peu la thématique de ces journées, le problème du rapport entre automatisation et emploi, et de l'arbitrage entre capital technique et capital humain, du degré de développement des technologies et de la capacité à remplacer ou non le travail non qualifié. Ça, c'est un enjeu réel. Donc, se poser ce problème de la qualification, c'est aussi se poser le problème des choix technologiques. Je me souviens d'avoir travaillé il y a une quinzaine d'années dans le secteur de la grande distribution. À l'époque, les techniciens, ils avaient dit, nous, on est prêts. Pas de problème, du jour au lendemain, on peut mettre toutes les caisses automatiques. 60 000 vendeuses caissières, 60 000 qui sont remplacées d'un coup par les machines. On ne le fera pas. Mais le premier qui tire, nous, on suit. Voilà ce que m'avait dit un responsable de la branche. Eh bien, vous voyez que depuis 20 ans, la discussion, l'évolution font qu'on voit bien qu'il y a cet arbitrage problématique. De la même façon, souligner la part de technicité me paraît importante dans la description du travail. Parce que si on considère que les femmes occupent des emplois non qualifiés, c'est parce que ces emplois-là, on les considère comme non techniques. Et soudainement, la technique a une vertu supérieure, comme si elle avait plus de vertu que le relationnel. Donc, souligner le caractère technique des métiers de relations, c'est aussi important. Et favoriser des formes d'organisation du travail et professionnaliser les activités. Enfin, je terminerai, dans la minute qu'il me reste, par le troisième volet de la politique qui concerne les jeunes qui sortent du système éducatif sans diplôme et sans qualification. Ça, c'est un vrai défi aussi. Parce qu'on voit bien que ce maintien à un niveau incompressible, en dépit de politiques éducatives qui ont beaucoup évolué, etc., fait question. Là encore, je complique le problème. Ce n'est pas seulement un problème de scolaire, de système éducatif, mais c'est aussi un problème de politique urbaine, un problème de répartition des postes, un problème social, etc. Bref, j'ai beaucoup compliqué la question en essayant de la clarifier au départ, mais il me semble que c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, la question du travail non qualifié est un enjeu ou pourrait être un enjeu encore plus grand, un enjeu à la fois économique, parce qu'il y va du fonctionnement du marché du travail et de la production, un enjeu social, je l'ai glissé à plusieurs reprises dans mon propos, un enjeu politique, puisqu'il concerne les politiques publiques, et aussi un enjeu de recherche, puisque tout ce que je vous ai raconté est le résultat de travaux conduits par beaucoup de chercheurs, dont j'ai essayé de restituer les résultats dans l'ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure.